Laurent, bon, je vais commencer. Laurent va se joindre à nous. Ouais, d'accord. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Jean Bonhomé. Je travaille dans ce qu'on appelle le New Introduction, New Technology Introduction, l'introduction des nouveaux produits. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des programmes ESP, dans les supports programmes, donc les versions bêta en fait sur les systèmes Power. Donc, on a travaillé cette année avec des clients, un client français, sur le S10-12, donc le système dont je vais vous parler, qui a été introduit cette année, qui a été disponible en juillet ou juin ou juillet. D'accord. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ah. OK, donc, on va voir les dernières annonces hardware de cette année. Donc, on a introduit cette année les mémoires DDR5. Qu'est-ce que c'est la mémoire DDR5? Donc, nos systèmes PowerDIS supportent à la fois la mémoire DDR4, on les a créés pour supporter la DDR4 et la DDR5. Donc, on n'avait pas annoncé au départ des premiers PowerDIS la DDR5, puisque j'avais travaillé dessus et développé les nouvelles mémoires. Et donc, on a annoncé cette année la DDR5 pour être supportée sur le système PowerDIS. Toute la gamme, sauf le S10-12. On va voir le S10-12, l'entrée de gamme Power qui a été annoncée cette année, supporte des mémoires différentes. C'est de la DDR4, mais avec une caractéristique différente de la DDR4 sur les autres Power. Donc, mémoire DDR5 qui a été annoncée le 9 juillet, disponible le 19 juillet. Ce qui a été innovant dans cette mémoire DDR5, c'est qu'on va rajouter un buffer de mémoire sur la carte, vous allez voir dans un schéma dans le slide suivant, qui permet d'augmenter le débit de la mémoire pour l'accès au processeur. Autre chose, la DDR5 coûte moins cher que la DDR4, avec une technologie différente qui permet donc d'avoir des coûts de production inférieurs à la DDR4. Donc, vous voyez ici, on a ajouté un deuxième port DRAM sur la carte, puisque vous savez que les mémoires que l'on a, DDR4 et DDR5, sont des mémoires du marché qui sont modifiées par IBM pour intégrer du cache L4 sur la carte mémoire. Donc, voilà le schéma. Vous voyez ici donc une carte DDR4 avec ce qu'on appelle donc le mémoire buffer, le OMI, sur l'Open Memory Interface. Et vous avez donc un seul buffer. Dans la DDR5, on va rajouter un deuxième buffer pour pouvoir voir deux fois l'accès, vous voyez, à 256 gigas. Vous voyez ici en DDR4 et en DDR5, avec ce débit de 51 gigas qui va être sur le channel mémoire OMI, Open Memory Interface. Vous avez jusqu'à... C'est parti. C'est parti. Autre chose, donc vous avez donc jusqu'à 50% d'augmentation supplémentaire avec les mémoires DDR5 par rapport à la DDR4. Des questions là-dessus? Donc ça concerne sur le mid-range, le 1050. Bon, IBM n'est toujours pas supporté sur le 1050 et les scale-out, les S10 quelque chose, sauf le S10-12. L'intérêt de la DDR5 sur le 1080, c'est qu'on va aussi augmenter, donc, voilà Laurent, on va aussi augmenter le débit au niveau du port mémoire, ce qui permet d'avoir en plus une augmentation supplémentaire au niveau de la bande passante mémoire sur le E1080 simplement. Donc on ne peut pas sur le système mélanger la DDR4 et la DDR5. C'est jamais, il y en a qui veulent. Vous avez des questions là-dessus? Sur la DDR5? Non, ça va? Il y a des programmes chez IBM qui disent reprise de la DDR4 que le client a déjà pour remplacer par de la DDR5? Est-ce qu'il y a des programmes? Non, je ne sais pas. C'est Laurent? Non, pas pour le moment. D'accord. C'est un problème qu'on a identifié. Excusez-moi. Donc, c'est un problème qu'on a identifié parce qu'évidemment, les machines, on ne peut pas mixer DDR4 et DDR5. Donc, pour les clients qui ont plusieurs machines, donc certains ont fait, donc c'est qu'ils ont tout populé en DDR4 et donc les machines, ils les changent en DDR5. Après, du coup, c'est un problème qui a été remonté. Pour l'instant, on peut faire DMES. Par contre, donc, le process DMES est commandé comme si vous achetiez et on dit s'il y a du stock ou pas de disponible. Par contre, toute nouvelle machine depuis le 22 octobre, on ne peut pas commander en DDR4.
Après, les prix ont été corrigés au 1er octobre. Avant le 1er octobre, c'était complètement déconnant. Il y avait des écarts entre DDR4 et DDR5 qui étaient monstrueux. Maintenant, les prix sont identiques. C'est-à-dire jusqu'au barème de 256 4U et 512, l'écart maintenant il est 7% que uniquement sur ces barrettes-là. Sinon, toutes les autres barrettes de la gamme 32, 64, 128 sont le même prix que DDR4 et DDR5. Donc ça ne change pas le prix de vos configurations, ni l'évolution, ainsi de suite. Et en plus, vous gagnez en performance. Autant aller en DDR5. Mais par contre, les clients qui sont en DDR4, il faut faire des demandes de MES, il faut voir si c'est encore possible. Il y a encore quelques stocks et ainsi de suite qui restent, mais il faut faire comme un processus d'achat. Par contre, vous devez prendre, quand vous avez la réponse du retour de stock de ce qu'on appelle la supply chez nous, en fait, quand ils vous disent, ben, OK, on a la barrette en stock, vous avez 48 heures, elle retourne dans le stock et ça repart pour d'autres clients. Voilà. Mais c'est pour ça que ça oblige aussi à prendre des décisions rapidement. Donc les projets qui sont des MES, c'est pas pour un truc que vous avez dans 6 mois. Hein. C'est des trucs instantanés où la prise de décision peut se faire dans les 48 heures. Si votre client ou ainsi de suite, il a une prise de décision dans les 15 jours ou dans le mois, c'est même pas la peine de penser. Il faut oublier parce que c'est 48 heures au moment où le VAT va te faire l'order, en fait, la proposition de prix, tu as 48 heures. C'est la réservation. Voilà, c'est la réservation. Elles sont pré-bookées pendant 48 heures. On a les prix? C'est le même prix. Le prix, il n'y a pas le DDR4 et DDR5 depuis le 1er octobre ont exactement les mêmes prix. Donc, ce qu'il faut, c'est faire ta demande de MES. Tu n'auras pas de. Parce que le configurateur, on ne peut plus les commander. Ça passe plus. Alors, dans le configurateur, de toute façon, il y a un mot de passe. C'est uniquement les VAT qui ont la possibilité de faire les commandes. Donc, vous faites vos configurations habituelles et c'est les VAT ensuite qui vont faire la configuration avec le bon mot de passe. Mais les mots de passe ne redescendent pas côté BIP puisqu'en fait, c'est une limitation. Donc, c'est Arrow ou TD qui vont faire directement les configurations. Et c'est pour ça que eux, une fois que je vous donne le prix, vous avez 48 heures pour passer commande. Là, c'est le problème, hein, c'est qu'il y a tellement peu de stock que la décision a été prise au niveau worldwide de dire, à un moment donné, le projet, parce que là, on a l'habitude, hein, il y a des clients qui font des projets, peut-être qu'un jour, s'il y a du vent, machin, je vais monter ma DDR. Non, là, c'est fini, c'est de dire, il y a un vrai projet et je suis capable de prendre une décision rapidement. Sinon, c'est pas vrai. D'autres questions sur la DDR5? On va passer au S10-12. Non? Donc, le nouveau système S10-12 qui a été annoncé cette année. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de la nomenclature. Hein, voilà, c'est vrai que je ne veux pas que je m'approche du truc. Ouais, ah oui, d'accord. Ça change les pages alors. Ça. Donc, S10-12, Scale-out, 10, Power 10, 1 processeur et 2, le nombre de U. Donc, c'est un système en 2 U et en demi-largeur. Ce que vous voyez sur le schéma en bas, c'est 2 serveurs S10-12. Vous voyez? Donc, je ne vais pas toucher l'écran. Ça m'emmerde. Et donc, vous n'avez qu'une demi-largeur. Donc, on a la possibilité d'avoir. Donc, un 2U à moitié large. On a un format en version rack et tour disponible. Ce sont des processeurs ISCM. Vous savez, c'est le même processeur que sur le S10-22S. Donc, il y a un processeur, on va le voir sur le schéma après, avec un seul processeur, c'est un dual chip module avec un processeur pour 10, et l'autre processeur, on n'utilise que les accès PCI, les accès I/O. On a 4 emplacements RDIMM, on est limité au niveau mémoire jusqu'à 256 Go sur la machine. C'est une batterie d'entrée de gamme. Vous avez le chiffrement mémoire principal pour la mémoire, ça ce sont les spécificités des Power 10. Hein. Automatiquement, on a les mêmes avantages. On va voir que la mémoire est différente. Donc, des emplacements de type Gen 5 au niveau PCI. Vous voyez ici les 4 emplacements NVMe. On est limité en taille. On va pouvoir, vous avez jusqu'à 6,4 Tera en brut. C'est-à-dire, vous savez, le NVMe, on va faire du miroville. Donc, en fait, vous divisez par 2 pour l'espace utilisable pour les données. Amorçage sécurité, donc tout ça, vous voyez, c'est un peu la même chose. Là, on n'a pas de FSP, on a un BMC pour gérer comme le scale-out au niveau de la machine. Géré par l'HMC, on supporte IBMI, AX et Linux. Eh bien. Je sais pas, ça marche, ça marche pas. Parce que j'ai tué ça.
Voici l'architecture du S10-12. Donc, vous voyez, je ne vais pas mettre mes doigts, le processeur P10 ISCM, un processeur avec les cœurs et les I/O, et l'autre processeur, on n'utilise que les I/O, pour pouvoir avoir plusieurs slots PCI. Si on n'avait qu'un seul processeur, on n'aurait que 2 slots PCI. Donc, c'est la même chose, la même philosophie que le S10-22S. Vous voyez ici, au niveau mémoire, c'est une mémoire différente. Ce sont la mémoire DDR4 du marché, classique. On a sorti, donc, on avait l'histoire du cache L4, mémoire buffer, dans les DDR4 IBM. Il est sur la carte mère. Donc, les cache L4 se trouvent sur la carte mère dans ce système. Donc, des cartes mémoire moins chères. Au niveau gestion NVMe aussi, c'est une gestion différente. Vous savez, sur les autres systèmes de scale-out, on est obligé d'avoir une autre carte qui va gérer la cache de disque. La carte JBOF pour gérer la cache de disque. Là, on est automatiquement relié à un switch PCI Gen 4 au processeur. Donc, pas besoin d'avoir une carte JBOF sur les slots PCI de la machine, les 4 slots. Des questions sur l'architecture du S10-12? En termes de processeurs, 3 offres. En SMT8, vous avez donc la version 1 cœur, 8 cœurs et 4 cœurs. 1, 4 et 8. La version 4 et 8 cœurs, on peut avoir un client natif ou virtuel en IBMI. Et en version 1 cœur, ce sera que du natif IBMI qui sera possible sur la machine. On est en P05 sur le 1 cœur et 4 cœurs et on passe en IBM processeur groupe P10 sur le 8 cœurs. Donc ici, c'est les mêmes possibilités et les mêmes améliorations au niveau de ce qu'on appelle le WOF, le Workload Optimization Frequency, qui se passe que sur les autres systèmes. C'est la même chose. Donc amélioration, des réductions de la vitesse des cœurs, par rapport à la température, et avec un intervalle qui a été diminué à 500 microsecondes par rapport aux millisecondes. Des questions sur la configuration de processeur? Les mémoires, donc, on est limité, comme je vous disais, on a 4 emplacements de mémoire, on est à maximum 256 Go de mémoire. Par contre, vous voyez, donc, on a une bande passante qui est différente par rapport à ce que l'on avait parce que cette architecture qui est différente de la mémoire DDR4 avec les buffers qui sont sortis. Donc, vous voyez, la bande passante est diminuée à 102 Go en termes de bande passante. Des règles de plugin, et voici les différents dispos mémoire que vous avez feature code pour les barrettes mémoire disponibles sur ce système. En termes de stockage, voici donc la possibilité d'avoir une station d'accueil RDX, c'est possible, d'avoir un lecteur DVD externe, et puis vous avez les unités NVMe, donc vous avez les 800 Go et 1,6 Tera en disque NVMe qui sont disponibles dans la machine. On ne peut pas mettre les 3 et les 6,4 Tera de NVMe sur la machine. Et puis, donc, les lecteurs cartouches de disque RDX. En termes d'emplacement, vous voyez, donc, on a 4 slots PCI, demi-hauteur, facteur de forme PCI, demi-longueur. Et donc, voici les offres de cartes dispo que vous pouvez mettre sur le S10-12. Des questions sur le S10-12? Ils sont bridés en nombre de processeurs par partition. Est-ce qu'on est bridé en termes de processeurs par rapport à la partition? Non, pour avoir la version 8 cœurs et mettre 8 cœurs sur la partition IBM. Oui. Les 1022 qui sont bridés, 1022S et 1022S. Ouais. C'est bon pour le S10-12? Vous avez des questions? Non? Donc, ce qu'on a annoncé aussi cette année, c'est, vous savez, on a le tiroir d'extension NVMe pour augmenter l'espace de stockage interne de la machine. Et ce qu'on avait, c'est que on a le problème, c'est que vous voyez ici, donc dans ce schéma à gauche, où on était dans la configuration classique, c'est qu'on a 2 cartes de gestion donc de la tiroir d'extension NVMe. Chaque carte gérait 12 disques. Vous voyez, je ne vais pas mettre les mains, 12 disques et 12 disques donc, pour gérer les 24 disques. Donc, le problème était que c'était qu'un seul chemin d'accès. Donc, si on perdait la carte, par exemple, la première carte, on n'avait pas accès
on perdait l'accès du disque NVMe 1 à 12. Sauf si on mettait du mirroring. Donc, le mirroring, faire du mirroring par rapport à l'autre carte, pour avoir la disponibilité. Donc, ce qu'on a annoncé, c'est le support du multipass. Donc, d'avoir chaque disque NVMe est accédé à travers les 2 cartes ESL. Donc, ça veut dire que si je perds une carte, je peux toujours accéder au disque par l'autre carte. Donc, à partir du firmware 1060 de la machine, vous avez ce support automatique, tout est automatiquement utilisable sur la machine, avec le multipass. Des questions? Donc, qu'est-ce que l'on a? C'est meilleure race, meilleure performance des disques, activation automatique, vous voyez, avec le firmware 1060 là-dessus. C'est une question, Bertrand, les cartes restent en Gen 4? Est-ce que les cartes sont en Gen 4? Ouais, en Gen 4. Oui, oui. Les cartes ESM, là, les cartes de gestion des disques, ouais, c'est en Gen 4. Je n'ai pas vu de futures cartes avec en Gen 5, mais je pense que ça viendra. Ça viendra. D'autres questions? La mise à jour du firmware, qu'est-ce qui se passe? Si tu étais dans le premier cas, comment tu bascules dans le deuxième? Normalement, c'est automatique. Automatiquement, il va avoir 2 chemins d'accès au disque NVMe. Donc, on va trouver, je n'ai pas regardé, mais je n'ai pas pu tester, il va avoir 2 ressources logiques pour chaque disque. Sûrement. En fait, automatiquement, de toute façon, tu es obligé par la HMC. Donc, déjà, pour supporter le code, il faut que tu upgrades ta HMC ou le pilotage de ta machine. Et quand tu vas mettre le code, automatiquement derrière, tu vas être obligé de faire un IPL. Parce que de toute façon, la détection des chemins, elle ne va pas se faire de manière, vu que tu as qu'un chemin, forcément pour passer sur l'autre côté, pour la recréation des chemins des disques, en fait, puisque tu as parlé de chaque ESM, ça passe, tu seras obligé de ce soit pris en compte au prochain IPL. Et par contre, c'est vraiment un arrêt de démarrage, puisqu'il faut que tu libères toutes les ressources de la machine et prendre en compte le firmware. Par contre, tant que tu ne fais pas cette opération-là, tu restes toujours sur l'ancien chemin. Donc, tu ne bénéficies pas du gain. Et par contre, ce n'est pas disruptif. Ce n'est pas parce que tu changes le firmware de ton power que du coup, tu vas passer. Après, c'est sûr que si tu étais dans une version 1050, bah là, forcément, c'est un disruptif de ta machine puisque tu fais un upgrade. Donc, tu vas tout couper. Mais si tu étais déjà sur un code 1060, par exemple, un 1060 et là, tu passes en 1061, c'est transparent. Mais de toute façon, ça bénéficie, il faut forcément le 1060. Donc, quel que soit le niveau, si tu viens d'avant d'une version 1040 ou 1050, bah, tu as fait un arrêt de ta machine. Le problème, il est quelque part induit, puisque tu seras obligé d'arrêter toutes les partitions pour pouvoir monter le code. Mais de toute façon, quel que soit ça. Après, par contre, le tiroir là, il ne se connecte pas sur les 1012. Hein. Il se connecte uniquement sur les machines de socket, hein, 1022, 1022S, 1024, 1050 et autres. Toutes les machines mono-socket ne supportent pas les tiroirs d'extension NVMe. On peut mettre un IO drawer, parce qu'il ne nécessite qu'une seule carte. Par contre, par défaut, les tiroirs d'extension nécessitent d'avoir 2 cartes. Donc forcément, des dual sockets pour pouvoir populer, puisque derrière un socket, quand vous êtes en mono-socket, il n'y a qu'un seul slot carte qui permet d'avoir un IO drawer ou une carte J de pilotage. Et c'est le deuxième socket qui apporte les 3 autres slots complémentaires qui permettent de faire ça. Par contre, attention, il y a des machines qui permettent soit vous faites un IO drawer et un tiroir ou un tiroir d'extension, et il y en a d'autres qui permettent de faire un IO drawer plus un tiroir d'extension. Donc il faut faire attention, il y a des règles aussi par rapport à ça. Et notamment, on avait des règles avant sur les machines qui étaient en 1030 ou 1040. En fonction de ce qu'on mettait dans l'IO drawer, si on mettait un IO drawer, on ne pouvait pas mettre un tiroir de disque. Depuis l'uniformisation du code 1050 et 1060, on peut mettre les deux en même temps. Donc, si tu avais un client qui avait par exemple un tiroir, un EMX H ou ainsi de suite, les anciennes générations, et que tu voulais rajouter un nouveau tiroir, bah, tu ne pouvais pas, puisque du coup, les codes étaient incompatibles. Maintenant, avec l'uniformisation du code 50 et 1060, c'est supporté. D'autres questions avant de passer la main à Laurent sur les dernières annonces software licensing? Non? Bon, mais merci. Je passe la main à Laurent. Merci. On va continuer sur les annonces software. Donc, en termes d'annonces, cette année, il y a eu pas mal de choses. On l'a vu tout à l'heure à venir. J'ai oublié d'enlever les animations, donc on va aller vite. Hop, pardon. Voilà. Donc, TR5, TR11, donc c'est les dernières technologies refresh qui sont sorties, donc collection d'automne. Au printemps, on a eu TR4, TR10.
Donc, à chaque fois, vous avez à l'intérieur donc un certain nombre de nouveautés. Donc là, on vous a remis tous les liens en fait, de tout ce qui est à l'intérieur des TR5, de la TR5 et de la TR4. D'accord? Il y en a quand même énormément d'annonces. Ça concerne quasiment tous les produits. Faites attention par contre à une chose, c'est que notamment sur ces deux TR, TR4 et TR5 et TR11, c'est la première fois où on a autant de graduels, c'est-à-dire qu'on va du 22 novembre au 19 décembre. Parce qu'en fait, à cause de la souscription et de certains produits du passage, ainsi de suite, on a Power Achat qui n'est pas à la même date, on a DB2 Mirror qui n'est pas à la même date, ainsi de suite. Donc là, on est vraiment étalé dans le temps. Et donc, du coup, si vous passez des cubes chez des clients, ben, ça peut avoir des impacts par rapport à des produits. Donc, faites attention à ce genre de subtilité. Je vous ai remis évidemment la gamme. Sur un Power 10, uniquement 7.3, 7.4, 7.5. Je rappelle que la 7.3 est arrêtée de support initial. Et j'ai été gentil, je vous ai remis 7.1, 7.2 et 7.3. Donc, la 7.1, depuis le 30 avril 2024, il n'y a plus du tout de support, extended support. Niveau 1 ou niveau 2. Donc forcément, il ne peut rien se passer. La 7.2 est passée en support étendu niveau 2. C'est-à-dire que là, il y a un support jusqu'au 30 avril 2026. Au 30 avril 2026, éjection de la 7.2 aussi. Donc il n'y aura plus du tout de support, plus d'appel possible. Et la VCTR3 est rentrée ce qu'on appelle en extended support niveau 1, donc jusqu'au 30 avril 2026, date correspondant à la sortie de la 7.2. Et sachant qu'on a une future version qui va arriver, ben on aura la 7.4 qui va potentiellement rentrer en support à partir du moins de l'annonce de fin de support de la 7.4. Donc généralement, c'est entre 12 et 18 mois, donc ça peut évoluer. Je rappelle que les extended support s'achètent au cœur, c'est-à-dire que si vous avez une machine qui a 8 cœurs IBMI licenciés et que vous voulez couvrir un certain nombre de partitions, ben vous devez licencier le nombre de cœurs IBMI correspondant en extended support. Si vous avez besoin de 4 cœurs pour faire tourner de la V7R3, ben il faut prendre 4 cœurs IBMI en extended support V7R3. Par contre, si vous avez d'autres partitions qui tournent en V7R2, ben il faut prendre de l'extended support V7R2. Vous ne pouvez pas couvrir une V7R2 avec un extended support V7R3, ce n'est pas possible. Et en plus, vous êtes obligé de créer des shared processor pools au niveau des HMC. On est obligé de cloisonner chaque extended support. Donc, c'est très contraignant. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux aller sur des versions supportées. C'est beaucoup plus simple à gérer. C'est en complément. Ah oui, c'est en complément. Sinon, on paye, oui, vous avez la software MA plus l'extended support à rajouter. C'est-à-dire que de base, pour pouvoir avoir un extended support, il faut que vous soyez couvert par une software MA. Si vous n'avez pas de software MA, vous ne pouvez pas prendre d'extended support. Simplification, je le rappelle, depuis 2022, IBM a commencé la simplification des tarifs de licensing IBMI. Donc avant, il y avait un certain nombre de produits qui étaient payants qui sont devenus gratuits. Et la deuxième tranche a commencé le 10 octobre 2023, où on se retrouve qu'avec plus que 7 produits payants. Et de la même manière, au niveau des clés, vous avez des PTF spécifiques qui vous permettent de faire enlever les clés. Donc ça, faites attention. Les produits supplémentaires qui sont toujours avec un coût, BRMS, WDS, Power Achat, ICC, et ainsi de suite, sachant que ces produits-là aussi, pour certains, sont passés en mode souscription. Vous les avez en OTC, donc licence perpétuelle, ou en mode souscription. Donc là-dessus, faites attention quand vous faites les trucs. Par contre, si vous êtes sur ce qu'on appelle de l'OTC, le transfert est toujours gratuit de machine à machine. Voilà. La souscription. Donc, la souscription, c'est le fait de passer tout simplement en mode, on va dire, OPEX, la partie licensing de l'IBMI. Avant, vous achetiez vos licences en mode perpétuel, et donc vous aviez une software MA qui couvrait donc la mise à jour et les upgrades. Et quand vous vouliez changer de version, ben, tout simplement, si votre software MA était active, vous aviez juste à télécharger le nouveau support et faire les migrations. Par contre, vous n'aviez pas de date de fin de validité, c'est-à-dire une fois que vous aviez arrêté de payer votre software MA, vous pouviez continuer à utiliser la machine sans problème. Par contre, vous aviez zéro support, c'est-à-dire vous ne pouvez plus faire de fixe, plus d'upgrade, et surtout, vous ne pouvez pas ouvrir d'incident. Peu problématique. Là, quand on va passer en mode souscription, ça veut dire que la software MA et la licence sont tout inclus. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez une licence que vous achetiez et à côté, vous achetiez une software MA. Maintenant, la licence et le droit d'usage plus la software MA sont directement inclus dans un seul produit. Donc, ça veut dire que vous avez une date de validité.
Donc, si vous achetez une software MA pour 3 ans, vous allez avoir une clé qui va avoir une validité de 3 ans. Donc, au bout de 3 ans, vous allez recevoir des petits messages de la machine qui va vous dire « Eh oh, je périme dans 15 jours, je périme dans 7 jours ». Donc, si vous n'anticipez pas le renouvellement, ben, finito pepito, les prods, elles vont s'arrêter. Mais elles vont vraiment s'arrêter, puisque c'est un droit d'usage. Donc, du coup, il faut anticiper. Donc, c'est pour ça que configurer correctement vos remontées de messages, parce qu'il y en a qui vont avoir vraiment de mauvaises surprises. Laurent, ça n'a pas changé cette histoire de 15 jours? Alors, le problème du 15 jours, pour l'instant, il est toujours en 15 jours. Il était censé monter à 60, mais pour l'instant, on n'a toujours pas de nouvelles des US. Donc, on est toujours à 15 jours. Et c'est ce qu'on a demandé aux US d'agrandir le délai, c'est-à-dire de 2 mois avant de recevoir une information, 1 mois, ainsi de suite. Pour l'instant, c'est que 15 jours. Donc, je n'ai pas de nouvelles informations. Je vous ai résumé parce que les cas de la souscription sont quand même assez compliqués. Donc, la date fatidique, c'était le 7 mai. Donc, tous ceux qui ont acheté des serveurs avant le 7 mai sont restés en mode OTC. Donc, tous ceux qui ont des serveurs P9 ou P10 achetés avant le 7 mai sont toujours dans le mode de licence qu'on appelle perpétuel. Tous ceux qui ont acheté après le 7 mai sont passés en mode souscription. Par contre, il y a 2-3 petites subtilités, sinon ce ne serait pas drôle. Je ne serais pas payé à rien faire. Grosso modo, si j'ai des serveurs qui existent actuellement en OTC et que je paye ma software MA, j'ai la capacité de continuer à acheter des licences perpétuelles dessus. Par contre, sur un même serveur, je ne peux pas mixer de l'OTC et la souscription. C'est soit je le transforme en OTC, soit il reste, du moins en souscription, soit il reste en OTC. Et quand vous achetez un nouveau serveur, c'est le seul moment où vous pouvez transférer vos cœurs de OTC à souscription. C'est-à-dire que si vous aviez dit, par exemple, j'ai un serveur Tartignol qui avait 10 cœurs en P9, demain, je m'achète un P10 qui passe forcément en souscription, et je dis, ben, je ne transfère que 4 cœurs. Donc, je vais convertir 4 cœurs en mode souscription et mes users. Par contre, les 6 cœurs qui restent dessus, eux, ils sont restés en OTC. Le jour où je veux les transférer sur le serveur, marron chocolat, je ne peux pas. Ils restent en OTC. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'au moment, pour l'instant, de la configuration qu'on appelle en MU6, que vous pouvez les transférer, les convertir. Après, ce n'est plus du tout possible. Ou faire un autre serveur que vous allez convertir. Donc ça, c'est un vrai point d'attention là-dessus. Après, donc, il va y avoir tout ce qu'on appelle migration des LPP. La particularité, vous pouvez très bien acheter une machine en souscription et avoir des LPP, donc des logiciels sous licence, des RMS, des S8, en OTC, et les migrer gratuitement sur votre machine. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des cœurs et des users en souscription et des LPP en OTC, donc en licence perpétuelle. Et ça, c'est complètement possible. Par contre, on a certains produits qui sont en train d'évoluer. Donc là, du coup, déjà, on avait, autant pour moi, je fais trop vite, toute la partie développement, donc RDI, WDS, ainsi de suite, Merlin, qui était déjà éligible à la souscription, et en suivant, si vous passez par Passeport Avantage, e-config, ainsi de suite, puisqu'il y a des produits qui sont en Passeport Avantage et d'autres qui sont en e-config. Ça, c'était déjà bon. Maintenant, on a certains produits qui existent toujours en OTC et en mode souscription. Et là, il faut faire extrêmement attention au coût, parce qu'en fonction des groupes processeurs et du nombre de users, vous n'avez pas du tout les mêmes choses. Alors, on ne va pas y passer 12 000 ans parce que c'est assez compliqué et assez long, mais vous aurez de toute façon les présentations et toutes les informations. Typiquement, il y a pas mal de produits avant qui étaient ce qu'on appelle sérialisés. Quand vous achetez un produit, vous l'achetez pour un serial number, et ce qui fait que vous ayez une partition ou 150, vous payez le même prix. Maintenant, il y a des produits qui sont en fait passés au cœur. C'est-à-dire que, par exemple, j'achète une machine avec 10 cœurs IBMI. Ben, typiquement, par exemple, notre ami BRMS, en licence perpétuelle, j'achetais pour un serial number, donc potentiellement sur un P10 de base, je l'achetais 2200 € et j'achetais l'Advance Future pour 792 et le Network pour 991. Maintenant, mon produit, je vais l'acheter 524 €, mais par cœur. Donc, si j'ai 10 cœurs IBMI licenciés, là, j'ai 10 fois 524 € par an, parce que c'est par cœur et par an. Je vais prendre cher tout à l'heure, je sens. Donc, faites attention à ça. De la même manière, BRMS, donc c'est un point particulier, on va y revenir, passe en mode souscription au 1er janvier, vous ne pourrez avoir que du BR2. Vous ne pourrez plus acheter du BR1, d'accord? Mais ça, on va y revenir. Donc après, on a évidemment ICC. ICC,
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Là, c'est par partition, par an, ainsi de suite. Là, du coup, avant, on était sérialisé et il y avait du base, de l'advance, ainsi de suite, en fonction du nombre d'années. Et bien là, du coup, on a une seule offre, mais par contre, c'est par année. Donc, 1331 par partition. Ce n'est pas par cœur. Donc, si vous avez des clients qui ont 70 partitions, vous laissez imaginer le coût de la solution de sauvegarde qui devient un peu exponentiel. D'accord? Parce que ça, c'est beaucoup utilisé pour des clients qui font de la sauvegarde avec du NAS externalisé, ainsi de suite. Donc, voilà. Là, ça devient vite, très vite prohibitif. Et puis, il suffit qu'un peu devant, il y ait un BRMS qui pilote. Imaginez, BRMS qui passe au cœur, plus ICC qui passe à la partition. Je vous laisse présenter la note tout seul, je ne suis pas là. Ensuite, Power Achat. Donc, Power Achat a été annoncé donc, le 22 octobre donc, en mode souscription, avec un an de retard. Mais on est passé, donc avant, vous l'aviez donc, soit en small, soit en medium, donc sur les machines ce qu'on appelle scale out. 7.4, 7.5. Attention, vous n'avez plus de l'Enterprise maintenant. Il n'y a plus de version standard, ainsi de suite, c'est que l'Enterprise. Donc, quand vous allez aller en mode souscription, c'est forcément de la mode Enterprise. Et du coup, soit vous l'avez donc par cœur et par an. Et de la même manière, le coût est quand même assez important. De la même manière, DB2 Mirror. Bon, après DB2 Mirror, il n'y en a pas beaucoup qui tournent. Donc voilà, vous avez les prix au cœur. Voilà, donc on est à peu près. Donc sur une machine, donc, ce qu'on appelle les small, donc c'est jusqu'au 1022S. Après, sur les 1022, 1024, on est sur du medium. Donc on est quasiment. C'est des prix publics. Hein. Moi, je travaille qu'en prix public, je ne sais pas faire autre chose. Donc voilà, mais vous avez les prix des solutions. Le but vraiment de la souscription, c'est pour les clients, en fait, elle n'est pas arrivée juste par hasard. Parce qu'en fait, tous les éditeurs font passer quasiment en mode souscription, soit du Oracle, du Microsoft, ainsi de suite. Donc IBM a répondu à une demande du marché. Par contre, pour l'instant, ne sont concernés que les groupes processeurs P05 et P10. Il n'y a pas d'annonce pour les groupes processeurs P20 et P30. Ce n'est pas la peine de m'appeler ou de m'envoyer un mail en me disant Lolo, c'est quand qu'on passe en P20, en P30 en souscription. Vous pouvez acheter un P20, un P30 en souscription. Mais par contre, il n'y a pas de programme de conversion comme actuellement d'un OTC P05 ou P10. Là, c'est obligatoire, il y a un mode de conversion, de valorisation, ainsi de suite. Pour les P20 et les P30, c'est un choix d'achat. Soit vous l'achetez en souscription, soit vous l'achetez en OTC. Mais vous avez toujours la possibilité de l'acheter en OTC parce qu'on n'a pas enlevé ce mode-là. Il faut savoir une chose, c'est qu'aux États-Unis, 85% du marché, c'est que du P20, du P30. Donc, vous laissez imaginer qu'ils ne vont pas se tirer une balle tout seul dans le pied tout de suite. Alors que nous, à l'inverse, notre marché à nous, c'est 85% de P05 et P10. On n'a que 15% de P20 ou P30. Donc l'impact, quelque part, au niveau worldwide, il est assez faible de la souscription. Mais pour l'instant, il n'y a aucune d'annonce, il n'y a aucune intention que les P20 et P30 passent en mode souscription. BR2. Alors là, BR2, grand moment de solitude. Donc, BR2, c'est le nouveau nom, c'est le nom de souscription du produit souscription de BRMS. Donc, BRMS, produit de backup, est très bien, hein, évidemment. La particularité, c'est que BRMS était pour l'instant vendu en mode serial, c'est-à-dire j'achetais une machine avec un numéro de série et que je sauvegarde une ou 150 partitions, je payais le même prix et j'installais mon produit sur le truc. Et j'avais trois options particulières, deux options. Advanced Future and Network Future, pour la mise en réseau si vous aviez plusieurs partitions, ainsi de suite. Sauf que dans le mode souscription, vous n'avez plus le choix de prendre les options, tout est inclus, c'est-à-dire tout est packagé, la base plus les options, tout est inclus pour un seul prix. Donc, à partir du 1er octobre l'année prochaine, 1er ou 30, je ne sais plus, j'ai un trou, à partir du 1er octobre de l'année prochaine, donc déjà à partir du 1er janvier 2025, vous ne pourrez plus acheter BR1. Tous les achats se feront forcément en mode souscription et vous serez obligé d'acheter BRMS au nombre de cœurs IBMI licenciés. J'ai une machine 24 cœurs, j'ai 8 cœurs licenciés IBMI. Potentiellement, je dois prendre 8 cœurs BRMS. La seule cas où vous n'êtes pas obligé, c'est si vous créez un share processor pool, comme si vous faites de l'Oracle ou ainsi de suite, et vous allez réduire le nombre de partitions qui utilisent BRMS à l'intérieur de ce share processor pool. Et dans ce cas-là, on peut contrôler que vous avez limité l'utilisation. Et donc, par conséquence, vous n'êtes pas obligé de licencier tous vos cœurs IBM. C'est le seul cas d'usage possible. Par contre, ça veut dire qu'il faut avoir une HMC, créer un share processor pool, identifier toutes les partitions qu'utilise BRMS, les mettre dans ce pool-là, et ainsi de suite.
Donc voilà. Sachant que BR2 n'est disponible que pour les 7.4 et 7.5. Donc si vous avez des clients qui sont en V7R3, de la même manière, ben, eux, à partir du 1er octobre 2025, il n'y aura plus de support, on va dire, normal de BRMS. Vous allez passer ce qu'on appelle en no defect. No defect, ça veut dire que si l'incident est connu, on vous répond, on vous aide. Si ce n'est pas connu, ben, c'est pour votre pomme. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'en fait, à partir du 1er octobre, tous les clients qui veulent avoir un support, qui veulent bénéficier de toutes les nouveautés de BRMS, BR2. Donc, vous passez en mode souscription. Par contre, rien ne vous empêche d'avoir sur la même machine du BR1 et du BR2. Je peux très bien dire, je suis hébergeur, j'ai des machines en hébergement, j'ai des clients qui, eux, ne veulent pas évoluer, qui veulent rester sur un support standard. Je peux avoir des partitions en BR1, mais par contre, je les mets dans un shared processor pool. Et mes autres qui sont en BR2, ben, je les mets dans un autre shared processor pool. Je peux faire cohabiter les deux. La migration, elle est transparente. Alors, quand je dis transparente, pour ceux qui font la technique BRMS, il y en a qui vont me mettre une balle. Allez-y, tout de suite, on peut gagner du temps. En fait, BR1, c'est la bibliothèque. En fait, on va désinstaller BR1, puis on va installer BR2. Pourquoi ? Parce que normalement, toutes les données sont dans la user BRM. Mais on peut avoir des petits malins qui sont allés modifier les commandes par défaut de BRMS. Il y en a qui savent de quoi je parle. Donc, généralement, c'est là où ça vous pète au museau. Donc, il vaut mieux vérifier avant que l'utilisateur n'a pas fait des commandes, on va dire, personnalisées ou adaptées de BRMS. Parce que quand vous désinstallez la BR1 et que vous passez BR2, automatiquement, vous reprenez le produit de base. Et donc, vous devez refaire toutes vos modifications qui sont dessus. Parce que c'est vraiment deux bibliothèques différentes, ainsi de suite. Par contre, toutes vos données sont dans la user BRM. Normalement. Je dis bien normalement. Je reviens sur l'option network en BR2. Elle est incluse de base, c'est tout dedans. Mais si on ne fait pas de elle est dedans, par défaut. C'est tout inclus, all inclusive. Voilà. Vous ne buvez pas d'alcool, mais c'est all inclusive. Vous aurez tous les jus de fruits, mais voilà. C'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Sinon, écrivez à Linda H, si vous avez une solution, je suis preneur. Non, en fait, c'est vraiment le mode souscription, en fait, que ce soit WDS, BRMS, PowerAchat, ainsi de suite. Il y a une simplification aussi de l'offre. C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu le catalogue de la redoute. Hein. Grosso modo, vous achetez WDS, est-ce que je prenais l'ILE compiler, le tel truc, pour tant d'utilisateurs, ainsi de suite. Ça devenait vite assez compliqué, plus après les migrations, puisque après on avait le problème. J'avais un client qui avait acheté un pack de 10, qui avait racheté un pack de 15, qui avait migré un pack de 20 d'une autre machine. C'était le foutoir. Là, maintenant, c'est uniformisé, que ce soit WDS, PowerAchat, ainsi de suite. PowerAchat, c'est PowerAchat Enterprise. Il n'y a pas de solution entre du standard ou machin. C'est forcément de l'Enterprise. BRMS, tout est inclus dans WDS de la même manière. Tous les softs sont inclus dans. Vous n'avez plus le choix des différents compilateurs. Tout est inclus dans. La seule différence, c'est qu'un P05, par défaut, c'est 3 users. Et un P10, c'est 5 users. C'est la seule différence. Et après, par contre, vous achetez les utilisateurs à l'unité. Et là, par contre, ça peut vite faire grimper le prix de la solution. Parce que là, justement, on achète user par user. Et WDS s'applique assez vite. Donc, voilà. Donc, ça, c'était BRMS. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Juste le prix par rapport au gros processeur, il n'y a pas de... Non. Ah ben non, c'est le principe de la souscription. Maintenant, P05, P10, tout le monde paye le même prix. Donc avant, BRMS, il y avait un petit prix pour les P05 et un prix un peu plus haut pour les P10, P20. Tous les prix augmentaient. Ils ont été proportionnels au groupe processeur. Maintenant, tout ce qui est en souscription, c'est le même prix. 524 € par cœur par an. Voilà. Laurent, récemment, j'ai réussi à faire 3 users sur WDS. Groupe logiciel P10. Ouais, je pense que c'est une erreur du config. J'espère que ce n'est pas encore une. Je pense que c'est une erreur, puisque la limitation, c'est 5 minimum. Oui, justement, c'est l'information que j'avais. Mais à ma surprise, en fait, je fais 3 et il me laisse passer sans aucun problème. Et initialement, en OTC, c'était 3. Oui, mais parce que c'était 1 sur le groupe processeur P05 et 3 sur le processeur P10. Mais en groupe, ça a changé avec la souscription. C'est 3 minimum en P05 et 5 en P10. Après, de toute façon, les deux users qui vont toucher. Voilà. Le tarif au niveau des corps, si je suis en PEP2, c'est le tarif des licences dans le PEP, c'est le tarif sur le châssis? Ah non, c'est le nombre de cœurs IBMI. Ah ben non, sinon, c'est pas drôle. Quand même. Hein? Ce sera au niveau PEP. Vous avez dans votre base, vous avez 20 cœurs IBMI.
vous avez 20 cœurs à licencier, sauf si vous faites un cher processeur pool où vous arrivez à identifier les partitions. Et si vous êtes en PEP, le but, c'est que vous basculiez souvent d'une machine, vous avez des pics et ainsi de suite. Ouais. Mais vous achetez une base avec un certain nombre de cœurs IBMI. Donc, dans votre base, vous avez pris, je ne sais pas, moi, vous avez 20 AX, 30 cœurs IBMI, ainsi de suite. Et vous avez X machines. Ben, vous avez dans votre base 30 IBMI, 30 cœurs BR2. Voilà. Pour pas payer les 30 cœurs. Non, non, la base. Votre PEP, c'est une base. Vous avez une base dans votre PEP. Votre pool, il s'appuie sur X machines. Vous pouvez avoir des 10-22, 10-24 dans le même pool. Et vous avez différents cœurs à l'intérieur. C'est la somme de tous les cœurs IBMI de votre pool. Donc, dans votre base, vous avez acheté par exemple 20 ou 30 cœurs IBMI, c'est là 30 cœurs BR2. Vous n'allez pas en payer plus. C'est que vous utilisez la base standard du cœur IBMI licencié. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur BR2 ou pas? Non. Donc, là-dessus, vous avez la réponse dans le PEP 2. Migrate while active. Donc, voilà, là, c'est pas possible. Merci. What time? Alors, ça, c'est la dernière offre qui a été annoncée le 22 octobre. Donc, c'est quoi le principe? Donc, elle répond à un besoin, c'est-à-dire pour tous les clients qui n'auraient pas la possibilité d'envoyer une cartouche d'une machine A vers une machine B pour pouvoir faire une restauration et une migration, on va s'appuyer sur un produit DB2 Mirror, du moins l'option 2 de DB Mirror, pour dire tout simplement, à partir d'une machine source, je vais créer une bande de distribution, du moins un support de distribution. Je dis bien un support de distribution, ça peut être soit un lecteur optique, du moins des supports optiques, ou soit une bande, d'accord, que vous allez mettre dans un serveur NFS, et à partir de là, tout simplement, vous allez faire un IPLD et redémarrer votre machine à partir de ce support de distribution pour réinstaller une nouvelle machine. À partir de là, ensuite, SafeSec DTA, j'envoie mes petits users et tout ce qui va bien en termes de sécurité sur la nouvelle machine. Et à partir de là, une fois qu'elle va être redémarrée, évidemment, je fais le tuning, adresse IP, nom et machin, sinon ça va faire un petit bordel. Et là, je vais pouvoir synchroniser, c'est-à-dire que la seule possibilité, c'est de faire une full synchro, c'est-à-dire je vais récupérer mes données, je ne bouge plus, je récupère mes données et je les migre. Par contre, il n'y a pas la possibilité de dire je fais X refresh, ainsi de suite. Le but, c'est vraiment de faire une migration one-shot et de quitter l'environnement. Alors, on est en train de monter une plateforme chez nous pour tester ça. Le premier point, c'est le support de distribution. Ceux qui ont déjà fait des supports de distribution dans leur carrière savent que c'est un peu touchy. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas de paramètres, notamment sur la création des images. Si je fais en catalogue d'images, je fais en TEP, ainsi de suite. Et s'il est mal créé, votre catalogue de distribution, derrière, il ne sera pas bootable. Parce que le but d'un catalogue de distribution, c'est d'embarquer le microcode, les LPP et tout ce qui est PTY fait. D'accord? Votre machine, c'est une image pure. Donc, ça emmène le nom, l'adresse IP et tout ce qu'il y a dedans. Ça n'emmène pas les bibliothèques, mais ça emmène toute la couche microcode, OS, LPP. Ça s'arrête là. Et tout ce qui est PTY fait. Donc, si votre machine elle est propre, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il y a du yaourt derrière, vous emmenez du yaourt. Donc, vous redémarrez avec du yaourt. D'accord? Donc ça, il faut faire très attention. Après, il y a pas mal de contraintes sur tous les groupes ITF qui sont derrière. 7.5, 7.4, on vous a mis tout le détail. Donc le 5 décembre, en fin d'événement à Bois-Colombes, où on va présenter le matin toutes les offres, les annonces du second semestre, ainsi de suite. Et on fera un topo spécifique justement sur toutes les étapes qui concernent cette partie-là, Migrate while active, les cas d'usage. Donc les cas, c'est typiquement un client qui veut aller sur du Power BS. J'ai ma machine on-prem chez moi. Demain, je vais aller dans le cloud d'IBM. Je rappelle, dans le cloud IBM, il n'y a pas de solution de sauvegarde à part du Falcon Store, donc de la VTL. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de méga physique. Vous ne pouvez pas prendre votre bande, l'envoyer à Francfort ou à Madrid et leur dire, les gars, vous me restaurez mes données, ce n'est pas possible. Donc, cette solution-là a été créée pour ce mode-là, se dire, je pars d'une machine et je la migre. Ça peut être aussi un client qui a 2 sites distants, qui n'a pas la possibilité de faire une solution de TEP ou parce qu'il n'a pas de lecteur de bande sur le 2e site. Il peut utiliser ce mécanisme-là. Et donc, ça veut dire que tout simplement, derrière, il va pouvoir envoyer, il va créer une machine. Donc, quand il va restaurer la machine, elle aura forcément le même nom, donc il va changer le nom, l'adresse IP, et à partir de là, il va falloir qu'il fasse un certain nombre de paramètres pour resynchroniser. Et quand la machine cible est synchronisée, je coupe
et je bascule en production de ce côté. Par contre, il ne faut pas qu'au milieu, il y ait une ligne TCP over Pigeon, hein, parce que sinon, ça ne va pas marcher, quoi. Il faut penser que vous allez transférer, en fait, vous envoyez un save file pour vos sec user data, mais derrière, vous renvoyez toutes vos données. Donc, si vous avez 10 Tera de données, ben, il va falloir une ligne TCP over Pigeon en mode rafale, quoi, pour envoyer les données. Sinon, ça va mettre la nuit des temps pour synchroniser. Et tant que ce n'est pas synchronisé, ben, vous ne pouvez pas basculer. Donc, vous voyez, donc c'est une offre qui est très bien, qui va permettre de faire pas mal de choses, qui va apporter pas mal de solutions. Par contre, je pense qu'il va falloir quand même revenir à des concepts de base et réexpliquer certaines choses, notamment la création des supports de distribution, comment on crée un support de distribution, comment on le configure, les lecteurs optiques, ainsi de suite, le b.a.-ba de la technique, mais qui sont quand même nécessaires, parce qu'un support de distribution mal préparé, il ne boot pas et il ne sert à rien. Donc, c'est là où là-dessus, il faut faire très attention. Donc, nous, on est en train de travailler, on est en train de préparer 2 partitions pour faire des maquettes, et ainsi de suite. Et le 5 décembre, donc, on parlera de solutions. J'espère que d'ici là, on aura fini de tout installer. Mais voilà, donc ça, c'est la dernière solution qu'on propose là-dessus. Puis après, on reviendra de la même manière, je l'ai dit tout à l'heure, le 19 décembre, on fait un webinaire spécial souscription parce qu'on a eu pas mal de questions justement et normalement, il devrait avoir peut-être des dernières annonces sur les derniers produits et ainsi de suite, peut-être une correction des tarifs, pareil, à la baisse, j'espère, de tous les produits qui vont passer en mode souscription. Voilà. Donc là, on va refaire tranquillement, tout expliquer, des cas d'usage. Je suis en mode OTC, je vais en souscription, j'ai un serveur de tel cas, ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Je paye mes software MA, mes clés de licence, voilà, tout ce qui concerne la mode souscription, vous allez l'avoir dessus. Est-ce que vous avez des questions? Le mode, en fin de compte, de synchronisation entre les 2 EBI, une fois que tu... C'est quoi? Ça s'appuie sur les journaux, sur... Oui, en fait, c'est par exemple, qu'on avait du DB2 Mura, donc le vrai DB2 Mura, hein, il s'appuie sur des cartes Rocky, donc ce qu'on appelle c'est du RDMA, donc c'est un process physique en fait pour la synchronisation. Mais oui, de toute façon, comme tout logiciel de synchronisation, c'est de la journalisation et il va en fait alimenter les nœuds pour qu'ils soient synchrones en permanence. Par contre, là, ça ne fait pas dans les deux sens, c'est toujours que dans un seul sens en fait. Il n'y a pas du tout la possibilité de dire je reviens en arrière, ainsi de suite. Une fois que le process est démarré, voilà. Si par contre il y a coupure, alors là c'est une question qu'on a posée aux US pour l'instant et j'ai toujours pas la réponse. S'il y a une coupure et que la coupure dure un temps certain, voire un certain temps, est-ce qu'il faut faire une full synchro, machin? Parce que c'est le problème. C'est-à-dire que si je coupe par exemple pendant une semaine, ben, ma machine source elle continue à vivre. Donc ça veut dire que potentiellement ce que j'avais déjà transféré, est-ce qu'il faut que je le relance, que je le resynchronise une deuxième fois? Donc ça fait partie des questions. J'ai envoyé une petite bordée de questions aux US. Et soit relancer la synchronisation qui peut prendre beaucoup plus de temps, ou faire une full synchronisation qui sera peut-être plus rapide que faire une synchronisation normale. Ouais. En fait, c'est pas un problème, en fait, c'est le fonctionnement du logiciel qui est comme ça. Donc, en fonction du temps de déphasage que vous allez avoir entre les deux nœuds, hein, parce qu'il y a un nœud source, un nœud cible, ben, c'est tout simplement ce temps-là qui fait que est-ce que c'est plus simple de tout dire, ben, je repars à zéro, ou je table sur le fait que ma synchro elle est capable de repartir où elle s'était arrêtée. Mais voilà, c'est le problème de quick des mises à jour qu'on va avoir sur les précédents blocs qui ont été modifiés. Et vous avez des chiffres de la part des US sur les temps de migration? Alors, comment te dire, s'il y a du vent, si tu l'as dans le dos, de face, s'il pleut, si c'est brouillard ou plein phare, voilà, on connaît IBM, hein, moi. Mais non, bah non, de toute façon, il n'y a pas d'engagement puisque c'est du TCP/IP, donc ça va dépendre du tuyau que tu vas mettre au milieu. Et de la même manière, là-dessus, IBM ne prend jamais d'engagement de temps de réponse. Voilà. Donc pour l'instant, de toute façon, le produit a été annoncé le 22. Il y a un partenaire en Europe qui l'a testé, qui a commencé à faire des tests, mais sur des petites volumétries, hein, c'est sur des partitions qui font 200, 300 gigas. On n'est pas sur des clients qui ont du 1 Tera, ainsi de suite. C'est de la même manière. C'est quand tu as un client qui fait du 1 Tera, du 2 Tera, tu ne vas pas faire du ICC pour faire les sauvegardes. Donc, voilà. C'est adapté vraiment à des contextes plutôt de petites partitions qui sont en migration, où on n'a pas forcément de mode test ou des choses comme ça. Une gestion des ASP? Source cible ou ASP?
Alors, ça, c'est encore une question pour l'instant où on n'a pas toutes les réponses. Parce que pour l'instant, la gestion des ASP se fait par pouvoir achat. Et là, on est sur du DB2, DB2 Mirror. Donc, est-ce que. Alors, on peut mettre du pouvoir achat avec du DB2 Mirror, il n'y a pas de problématique là-dessus. Mais pour l'instant, là-dessus, je pense que c'est un point qui n'a pas encore été traité. Dans la doc, c'est noté qu'il ne traite pas les IASP. De quoi? Migrate qui ne traite pas les IASP. Oui, non, mais voilà. Donc, après, là-dessus, c'est qu'il faut pareil. Entre ce qui a été annoncé il y a 3 semaines et ce qui va se passer l'année prochaine, ainsi de suite, c'est un produit qui a volonté de vivre et de redévelopper l'offre DB2 Mirror, dans son mode, on va dire, Ethernet. Donc, je ne pense pas qu'ils vont se limiter. Par contre, c'est sûr que. C'est écrit IASP not supported. Oui, mais entre ce qui est annoncé maintenant et ce qui va se passer dans 6 mois, je n'ai pas de boule de cristal. Maintenant, c'est sûr qu'un ISP, pour l'instant, il n'y a que pouvoir achat qui gère les ISP. Pas de solution, on va dire, miracle pour gérer les ISP. On est d'accord que c'est 7.4, 7.5 mini, par en dessous, il est en 7.3, il ne pourra pas s'en servir. Tout à fait. Et en fait, comme tout, en fait, c'est une offre, c'est un produit qui arrive aussi avec une offre, soit tu l'achètes en 90 jours, soit en produit définitif, mais c'est un produit qui va arriver. Le but, c'est vraiment de faire une migration one-shot. Hein. Tu n'es pas là pour rester 25 ans avec le produit. Par contre, le produit, le mode de facturation, c'est-à-dire que tu vas pouvoir, par exemple, pour un client qui est MSP, qui est hébergeur, lui, il peut l'acheter au cœur, donc il se licencie au cœur, ou soit il va se licencier en mode 90 jours. Donc le but, c'est que si tu le licencies au cœur, c'est parce que tu as plusieurs partitions à migrer et tu as un intérêt à le garder dans le temps. Et une deuxième question, c'est est-ce qu'on pourra avoir, pour l'instant je ne pense pas, mais une source et une cible dans une version différente, parce que la bande de distribution qu'on installe au début pourrait être en 4 d'un côté, en 5 de l'autre, et se servir du produit pour migrer les datas? Ben non, parce qu'en fait, ta bande de distribution, c'est une image que tu envoies de l'autre côté, donc c'est forcément la même version. Ben non. C'est une solution pour migrer l'environnement que l'on a vers du PowerVS. Ben non, le but, en fait, c'est pas de. En fait, quand on fait une bande de distribution, c'est qu'on englobe le produit avec tout son paramétrage. Donc, ça veut dire que par défaut, j'ai créé ma machine, j'ai installé mon produit 5770 dBm, option 2. Je l'ai configuré, je l'ai tuné, j'ai mis toutes les PTF qui allaient bien. J'ai créé mon support de distribution. Et mon support de distribution, je l'ai chargé dans un NFS. Et du coup, ma partition de l'autre côté, ben, je vais lui faire un IPLD et je vais démarrer sur support. Donc, forcément, c'est forcément la même version, les mêmes TTF, le même microcode, ainsi de suite. Tu ne peux pas dire, j'ai une 7.4 là, et puis finalement, j'ai pris le support de distribution de Tartignol, j'ai le Tartampion, puis j'ai mis le support de distribution de Tartignol. Donc, c'était le faire en disant, j'ai ma 7.4, tac, je fais mon support de distribution, je fais une montée de version massive en 7.5, et je fais la migration des datas. Non, le principe, c'est que ton support de distribution, c'est ta source de démarrage. Ce n'est pas de dire j'ai déjà une machine installée. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de dire je reprends les informations telles quelles, de migrer l'operating system. Le but, c'est de garder justement une cohérence de la donnée et s'assurer, parce qu'on a trop le problème de clients qui font une migration en disant bah, c'est simple, je suis en 7.4, je suis en 7.5, je vais utiliser un logiciel de réplication, et puis il y a là, ça va passer, et puis finalement, quand je redémarre de l'autre côté, il manque des choses. Là, c'est vraiment de se dire j'ai créé une image intègre de mon operating system avec le microcode, l'LPP et tout le zinzouin. Je le redémarre de l'autre côté, je l'ai reposé. Donc, j'ai une image identique des deux. Je prends toute ma partie SafeSec DTA, mes users, tout ce qui va bien. Je les balance de l'autre côté. Et à partir du moment où j'ai restauré mes users, je me retrouve avec 2 images intègres du même système. Et là, ensuite, à partir de l'option DB Mirror, je vais lancer la synchronisation de toute la partie data. Donc, tout ce qui va être derrière. D'accord? Le but, c'est vraiment de synchroniser dans ce mode-là. Ce n'est pas de dire, m'en servir, j'ai une 7.4 pour migrer vers une 7.5, ainsi de suite. Dans ce cas-là, tu fais une back level ou tu fais 50 000 autres types de processus, mais tu ne vas pas utiliser le produit là pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu as une idée du tarif sur 90 jours? Non. Parce que j'ai eu des chiffres, mais ils ne me plaisent pas. Donc, pour l'instant, je ne dis rien. Comme d'habitude. Donc, non, en fait, j'ai demandé aux US parce que nous, dans le fédéral catalogue, donc notre catalogue, quand on regarde les prix, en fait, ils sont assez déconnants. Donc, je pense qu'il y a une erreur parce que 90 jours coûte plus cher que la base. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je n'ai rien affiché. Et pour le, normalement, 5 décembre, on devrait avoir tous les éléments. Parce que là, ça a été présenté, annoncé le 22 octobre. On a eu une présentation, le Wall Street,
Le 24, je crois. Ouais. Oui, ça faisait 2 jours après, ouais, c'est ça. Et en fait, ça a été assez succinct. Ils ont présenté trois chartes et ainsi de suite, mais il n'y avait pas spécialement de détails plus avancés sur les trucs. Donc voilà. Et dans la doc, on prend la doc de Pranash, machin là. Il y a pas mal de points où je lui ai demandé justement, parce que par rapport à la création des supports de distribution, il y a 2-3 petits trucs qui me titillent. Et il en convient que pour l'instant, ils sont allés vite, donc c'est tombé en marche, mais donc voilà, pour l'instant, et ça doit être disponible le 12 décembre, officiellement. Ça laisse encore un peu. Donc voilà, pour l'instant, on est encore sur des bêta-testeurs, ainsi de suite. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, on va prendre le temps. Voilà. Il ne faut pas faire mieux. Est-ce que vous avez des questions sur la souscription, sur autre chose? Est-ce que tout est clair? C'est tout bon? Bon. Eh ben, merci à tous. Merci. Bon appétit. Et puis, rendez-vous dans le cœur de verre pour déjeuner. Merci.